Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Exploralpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Toujours en direct du Exploralpes Festival avec des nouveaux invités sur notre plateau. Thaïs, qui tu nous proposes de découvrir? Quel film on va découvrir là dans quelques instants? Alors nous découvrons Léa Claire et Victor pour le film 7000 mètres pour vaincre ma bipolarité. Un film qui a été diffusé cet après-midi, je crois. Oui, Ou c'est ce ça. matin, c'était À 13h. à 13h. Bonjour à vous et bienvenue. Comment allez-vous? Eh ben, super bien. Trop bien, c'est plaisir, merci à vous. Par quoi on commence, Thaïs? Moi, je perds le fil. Parce qu'on vous découvre les uns après les Oui. autres. Il faut qu'on se remette dedans. On se remet dedans à chaque fois parce qu'on vient de passer on est passé de la mer de glace au Mont Blanc et tout ça. Et là, Oh là là. justement, on va où avec votre film? On va au Kirghizistan et en haut du pic Lénine à 7134 mètres. Ok. Impressionnant quand même. Donc, on voyage. C'est aussi ça le Exploralpes Festival, c'est des rencontres, des voyages. Alors, ce film, il parle de quoi? Ce film, il parle de deux choses. Il parle d'une maladie mentale qui s'appelle la bipolarité, qui n'est pas assez connue et pourtant qui touche énormément de Français, 1,6 million de Français. Et donc, ça parle de cette maladie-là au travers d'une aventure, d'une ascension. L'ascension du pic Lénine au Kirghizistan. Ok. Et alors, à combien vous êtes partis, l'équipe? Alors, ce qui est assez spécifique, c'est que ce documentaire n'a pas été pensé avant l'expédition. Ok. C'est-à-dire que c'est un documentaire qui a été fait après coup. Donc, moi, je suis partie toute seule. Toute seule. J'ai tout filmé avec mon iPhone. Ok. Mon iPhone était mon meilleur ami pendant cette expédition. Et je me confiais à mon iPhone. Je pleurais en face de mon iPhone. Je rigolais en face de mon iPhone. Et après ça, j'ai travaillé avec Victor, qui est ici. Et peut-être, Victor, si tu veux expliquer un peu comment tu as fait pour monter un documentaire alors que ça n'avait pas été pensé pour un documentaire de base. Ouais, c'est assez particulier quand on le réfléchit pas en amont, quand on arrive après. Et en même temps, ça a permis de simplifier beaucoup de choses parce que on avait déjà toute la matière première, toutes les vidéos que Léa m'avait ramenées. Et ensuite, en fait, on a fait un gros travail d'écriture de retranscrire tout ce qu'elle avait vécu. Vu qu'on n'allait pas pouvoir aiguiller son chemin, on s'est dit, on va regarder tout ce qu'elle a vécu et quel est le chemin qu'on peut dessiner, quelle est la voie qu'on peut dessiner dans ce qu'elle a vécu, qui serait intéressante à raconter pour les gens qui vont voir le film, et aussi pour partager et véhiculer le message de Léa, évidemment. Ok. Et alors Léa, du coup, comment t'as fait pour faire ça toute seule? Surtout que je crois que quand on est diagnostiqué bipolaire, on nous déconseille quand même les situations assez extrêmes, les choses qui peuvent... Ouais, c'est ça. Donc, la bipolarité, c'est une maladie qui consiste en une dérégulation de ta chimie, de tes hormones, de tes neurotransmetteurs et qui fait que tu vas vivre les extrêmes en termes d'humeur et d'énergie. Et donc, tu vas avoir des phases qu'on appelle les phases maniaques, les phases hautes, durant lesquelles il n'y a plus aucune limite. Tu te prends, en tout cas, moi, je me prenais même pour Jésus. Et donc, voilà, j'avais plus besoin de dormir, j'étais en état d'exaltation, je dépensais beaucoup et je me mettais dans beaucoup de situations à risque. Et à l'inverse, les phases basses, les phases down, de dépression, qui sont du coup tout l'inverse, où tu n'arrives plus à sortir de ton lit et tu es dans un état complètement dépressif et suicidaire. Et donc, déjà, c'est long d'être diagnostiqué bipolaire, c'est très long, en moyenne, c'est 9 ans. Dans mon cas, ça a été 8 ans. Et ensuite, souvent, ce qu'on dit aux personnes bipolaires, c'est vu que tu vis des très grosses variations, il va falloir que tu aies la vie la plus stable, la plus monotone possible. Sauf que moi, j'avais un amour pour la montagne que j'avais depuis pas mal d'années, et donc j'avais pas envie d'abandonner ce rêve-là. Et donc le gros challenge qui est raconté dans ce documentaire, c'est comment on fait pour réaliser ses rêves, aller au bout de ses ambitions quand on a des vulnérabilités, dans mon cas une maladie mentale, et comment faire pour faire avec et pas contre ou en l'oubliant. Comment on se dit, je vais monter une montagne de 7000 mètres
Écoute, en fait, ça a été Et un peu pourquoi? ça a été un peu un processus. Donc pour moi, en fait, pendant mes hauts et mes bas et donc tout ce temps où je n'ai pas été bien traitée, j'ai une relation avec la montagne, qui a été qu'elle m'a sauvée de pas mal de moments de dépression. Parce que, bah, le fait de monter et de marcher me mettait dans un état méditatif, parce que arriver au sommet, au final, c'est un peu tout l'inverse de ce que tu ressens en dépression. En dépression, tu vois noir, tu vois pas loin. Là, c'est tout l'inverse. Quand tu es en haut, tu vois justement très loin. Tu vois que la vie, c'est des hauts, c'est des bas, mais que tu vas y arriver. Et donc, c'est vraiment l'inverse de la dépression. Et donc, j'avais cette relation-là, et où, voilà, j'allais souvent donc voilà faire des sommets. Sauf que j'ai eu une expérience assez dure où je suis allée faire un sommet dans l'Himalaya qui s'appelle l'Island Peak à plus de 6 000 mètres. Et j'avais atteint le sommet, sauf qu'en revenant, je suis tombée en très, très grosse dépression. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été diagnostiquée et que j'ai compris que j'avais cette maladie, qu'il fallait que je sois traitée, accompagnée, en fait, je me suis dit, OK, bah, le truc, c'est que tu veux pas abandonner ça. Tu veux pas abandonner le fait d'aller dans la montagne, de faire de l'alpinisme et ton rêve, du coup, de développer dans ça. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais me mettre un gros challenge. Mais par contre, il faudra que je sois ultra accompagnée et toutes mes décisions seront prises en fonction de est-ce que je me sens stable et pas est-ce que je dois arriver au sommet. Donc c'était un challenge pour moi, c'était un challenge de se dire OK, est-ce que je suis capable de pouvoir allier les deux, les rêves à ta maladie Ouais. ou à tes vulnérabilités. Oui, parce que tu sais pas quand tu peux passer de la phase haute à la phase basse. Donc, moi, ce que je Exactement. me dis juste, c'est que si tu es en train de monter, tu es tout en haut et tu te retrouves en phase basse, la maladie peut faire que tu te dis, OK, je reste là-haut et j'attends que ça passe et ça peut mettre du temps à passer. Oui. T'es vraiment monté seul ou t'étais accompagné quand même avec. J'étais avec un guide. Ouais. Ouais, tu peux Mm. pas Ouais, faire oui. cette ascension sans guide, hein. On est quand même sur une ascension qui est assez longue, qui dure 20 jours, avec une très grosse altitude. Donc, du coup, c'est vraiment Ouais. ça. Tu prends énormément de temps, tu montes de 100 mètres chaque jour, puis tu redescends tout. C'est ce qu'on appelle la rotation pour pouvoir acclimater ton corps. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un final push où tu Ouais. remontes tout. Tiens, avant tout, ouais. Donc voilà, on traverse des glaciers, on est vraiment sur de l'alpinisme pur. Donc en effet, il fallait être avec un guide. Et donc, du coup, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, si ça tombe à la période où d'un coup, c'est parce qu'on ne sait pas quand ça se passe, comment on peut gérer ça? L'alpiniste, qui est certainement un gars du coin, il n'est pas sensibilisé à tout ça. Ben, du coup, en fait, au début, je ne l'ai pas du tout sensibilisé puisque je voulais pas qu'il ne croie pas en moi. Donc, au début, je me suis même trop vendue. Et puis, bon, la réalité voilà, est revenue un peu en face de moi et j'ai eu un petit down. Et donc, du coup, je lui ai parlé, je lui ai surtout expliqué quelles étaient les conditions pour que je reste stable. Donc c'était OK, bah en fait, il va falloir que je fasse des grosses nuits et si il faut que ça dure un peu plus longtemps, qu'on décale voilà des départs, si il faut que bah nous on parte beaucoup plus tard que les autres personnes parce que bah moi il faut que je dorme et bah ça sera notre variable numéro un. La deuxième par exemple, c'était que il fallait pas qu'il soit là à me pousser, à me tirer parce que du coup mon problème va être de pas sentir que mon corps, Ouais. par exemple, il en peut plus, etc. Et donc, je vais aller tirer et du coup, bam, après, C'est bah, là que mon ça corps va lâcher. Donc, du coup, c'était aussi une compréhension de lui, comment être avec moi. Lui, il devait plutôt être là, complètement à s'adapter à mon tempo et à me laisser aller doucement, mais en étant stable, plutôt que de me dire, allez, il faut y aller, il faut se dépêcher, etc. Donc, c'était vraiment plutôt une réflexion autour de comment être et comment faire cette ascension pour que je reste stable plutôt que de se dire bon putain merde peut-être que elle va tomber en down d'un jour à l'autre quoi. Et comment on passe? Donc, tu nous as dit que tu étais seul avec ton iPhone, ton Oui. meilleur ami, tu as pris des superbes images. Comment tu te dis à un moment donné, je vais en faire un film Ouais. avec Avec Victor. ouais. Bah écoute en fait pour moi du coup l'ascension s'est vraiment super bien passée et j'étais trop contente bah voilà des hauts et des bas que j'ai pu vivre et puis d'avoir réussi à atteindre ce challenge et donc j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à parler avec Victor. Peut-être tu peux raconter ce qui s'est passé un peu, parce que c'était pas Ouais. évident non plus.
Ouais, je crois que ça a commencé il y a quasiment presque tout pile un an, à peu de choses près, quand on a commencé à bosser ensemble, en tout cas sur le film. Léa avait tout ça, mais savait pas trop quoi raconter, ni comment le raconter, quel message faire passer. À ce moment-là, c'était très brut. Tu revenais tout juste. Enfin, ça faisait à peine quelques mois qu'elle était revenue. Du coup, la première partie, c'était vraiment une grosse phase d'écriture, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut raconter de cette histoire. L'objectif, c'était pas simplement de faire les vacances de Léa au Kyrgyzstan ou l'ascension de Léa ou Léa à la plage. L'idée, c'était de se dire, bah ok, Léa, elle a malheureusement, mais du coup heureusement pour une histoire, une maladie qui est terrible. Comment on peut utiliser ça? Comment on peut utiliser ce qu'elle a fait? Comment on peut en raconter une histoire et passer un message, pas uniquement pour les bipolaires, mais potentiellement pour n'importe qui, c'est d'inspirer un maximum de personnes au travers de l'aventure et de la maladie de Léa. Et du coup, c'est là où on a tout écrit et on s'est dit quel est le message fort qu'on reconnaît, que Léa reconnaît, que je reconnais dans cette histoire-là. Et c'était ce message de vraiment... on a tous des forces et des faiblesses et on a tous des rêves. Et souvent, nos faiblesses vont nous bloquer dans l'accès à ces rêves-là. Et Léa, sa faiblesse, c'était cette maladie-là. Dans le film, ce qu'on a voulu montrer, c'était comment on peut transformer, adapter cette faiblesse en quelque chose de bénéfique, des fois simplement changeant ses habitudes ou en changeant l'environnement dans lequel on évolue. Le meilleur exemple qu'on voit beaucoup dans le film, c'est la question du sommeil. N'importe qui allait faire des nuits en altitude sans forcément monter à 7000 mètres d'altitude, on sait très bien qu'on dort pas forcément très bien. C'est assez compliqué. Léa est capable d'enchaîner des nuits de 10-15 heures en altitude sans aucun problème, alors que moi, c'est nuit blanche sur nuit blanche à chaque fois. Donc, en fait, on se rend compte que les faiblesses de Léa dans la vie du quotidien, ici ou en ville, sont une force pour elle là-bas. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qu'on a voulu partager, c'est ce truc-là de se dire, en fait, chacun, on a des rêves, on a des faiblesses, des forces, et si on commence par comprendre nos faiblesses et essayer de trouver comment on peut les adapter, comment on peut faire une force, on peut avancer dans Il faut changer son prisme de lecture de sa propre vie, finalement. C'est ça, et puis je pense qu'il n'y a pas de comparaison à avoir, il faut juste s'adapter à soi. Parce qu'au final, par exemple, l'exemple que il fallait que moi je sois ultra à l'écoute, que j'aille vraiment doucement, etc. Au final, au début, ça paraissait comme une faiblesse parce que tout le monde nous dépassait et on était vraiment lents. Et au final, on est dans les seuls à avoir atteint le sommet parce que on se sentait tout le temps bien. Du coup, on n'a pas eu de mal d'altitude. On s'est pas pressé. On n'a pas décidé d'aller directement le lendemain faire le sommet. On a attendu d'être vraiment en pleine forme et pour pouvoir réussir à tenir sur le dernier push où il y avait beaucoup de vent, etc. Et au final, le fait de s'être autant préservé, qui aurait paru comme une faiblesse au début, parce que du coup, tout le monde me regardait en mode non, mais elle va jamais atteindre le sommet, quoi. Et au final, ça en est devenu une force. Donc, je pense qu'il faut pas trop se comparer et il faut juste s'adapter. Il faut suivre son chemin, quoi. Il faut suivre son chemin à soi, quoi. Faut pas abandonner. Ouais. On a eu d'autres exemples avec d'autres réalisateurs qu'on a accueillis, très chouettes. On a toujours des questions pièges là. On a un autre invité qui arrive dans pas très longtemps. Des galères de. Alors je vais dire habituellement je dis des galères de tournage, mais là je vais retourner. Je vais dire des galères de montage. Ouais, ça a été compliqué sur plein de trucs parce que déjà. Mais il manquait plein d'images. Autant la qualité à l'iPhone convenait plutôt bien, même de nuit. Enfin, ça passe bien. Puis aujourd'hui, on est sensibilisé avec les réseaux sociaux à consommer du contenu entre eux de moins bonne qualité filmé. Une des grosses galères, ça a été le son. Ah oui. Ça a été le son, les tics de langage de Léa aussi. Vu qu'en fait, elle parlait beaucoup et c'est un truc qui a été super intéressant et super fort, c'est qu'elle s'est beaucoup confiée à la caméra. Et du coup, il a fallu faire beaucoup de tri là-dedans et notamment avec le vent. C'est là où j'ai utilisé pour la première fois dans un truc de l'IA pour nettoyer les voix et ça a été Adobe. Ouais, Adobe, tu as la fonction dans Premiere maintenant. Ouais, c'est ça. C'était il y a un an, c'était avant qu'ils la mettent directement dans le logiciel. Donc à chaque fois, je faisais des exports des morceaux où il y avait de la voix, j'allais la traiter. J'utilisais d'autres trucs parce que des fois ça suffisait pas. Je faisais des micmacs, puis des fois un peu par hasard ça fonctionnait. Donc ouais, ça a été une des plus grosses galères de montage, c'est ça. Et le deuxième, je pense la plus grosse galère, c'est quand Léa, on a décidé de le projeter au cinéma en janvier à Paris au MK2. Et moi, c'était le premier film que je réalisais. Et en fait, le cinéma, dans les échanges, à un moment donné, il nous demande un fichier spécifique pour le diffuser qui s'appelle un DCP. Et en fait, ils nous disent soit on le fait nous et on vous facture 250 €, soit vous le faites vous.
Moi, je regarde sur ChatGPT, ils me disent que c'est simple à faire. Je me dis, ok, je vais le faire. Ça a été un enfer, c'est un machin où ça prenait 8 heures sur mon ordinateur. Une fois sur deux, ça plantait. Et du coup, genre, je le lançais le soir avant d'aller me coucher. Je regardais. Puis dans la nuit, j'ouvrais l'œil, je voyais que ça plantait, je le relançais. C'était une galère. J'ai connu c'est ça avec des les vidéos galères de 360. débutants, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est la ça. plus grosse galère, ça a été que justement, quand on a envoyé, parce qu'on n'était pas à Paris quand on a fait les dernières versions du film et il fallait envoyer un disque dur au cinéma pour le faire projeter. Et le disque dur s'est perdu. Du coup, on a dû, genre, la veille, je crois, un samedi soir, entre le samedi soir et le dimanche matin, alors que la diffusion était le lundi, de trouver un moyen de faire envoyer le film à Paris en urgence. C'était une immense galère. Ouais, c'est un peu toutes les petites galères de débutants, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, c'est là où on c'est quand apprend mieux, hein. C'est Ouais, ça. Hein. c'est C'est ça. ça, moi je vous disais la première fois quand tu dis ça calculait pendant 8 heures, ça marchait pas, il fallait que je relance le matin, j'ai eu fait dans des temps ancestraux des vidéos 360 quand il fallait stitcher des GoPro et Ah, bah, c'était 12 heures de transcodage, c'était de la 4K et ouais. puis à la fin tu disais oups, bah, tu le recommençais quoi. Ouais. Ça apprend, ça forme, ça Ouais. forme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on accueille notre prochain invité? Ben non, regardez le docu, il est accessible On peut le trouver sur où YouTube. Sur YouTube. Ouais. Nous, on l'a projeté au ciné, et après on l'a mis sur les réseaux et tout. Et si la bipolarité vous intéresse, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. C'est facile, Léa Bipolaire. Voilà. Parfait. Eh ben merci beaucoup, Merci merci à beaucoup. vous. Merci à vous.